digitale. Alors, vous pourrez poser toutes vos questions à l'issue de ce webinaire qui est en format court puisqu'il va durer une quinzaine de minutes. Et on démarre tout de suite sur cette illustration de projet que certains d'entre vous connaissent, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent, dans laquelle vous voyez sur la partie haute ici la demande initiale du client, pas forcément bien formalisée d'ailleurs, et puis les différentes interprétations des personnes dans l'entreprise qui vont travailler sur ce projet, et puis ici le résultat final qui finalement, ce dont on avait besoin, avec un résultat final qu'on a livré. Donc toutes ces étapes illustrent les difficultés à travailler en mode projet, notamment lorsque on est dans des domaines où il y a des changements de processus, il y a des aspects de savoir-être et de savoir-faire qui vont rentrer en ligne de compte avec donc une conduite des habitudes, de changement des habitudes, de la technologie bien évidemment, et c'est le cas dans la transformation digitale, et l'ensemble va pouvoir fonctionner à partir du moment où on aura une acceptation et une mise en œuvre de ce changement par les différents interlocuteurs dans l'entreprise. Alors le contexte du digital se présente très bien pour le mode projet, parce que une des premières conditions, c'est d'avoir une adhésion de tous, et ce n'est pas gagné lorsque on change les habitudes. Donc, lorsqu'il y a un changement d'habitude, il faut absolument fonctionner en mode projet, de façon à coordonner, à vendre le projet, à faire adhérer les gens, à les faire accepter le changement. Et le contexte de digital amène pas mal de changements d'habitude de ce point de vue. Ensuite, lorsqu'il y a des difficultés de compréhension entre les clients, donc les clients dans l'entreprise et bien sûr les équipes de technologie, parce qu'elles doivent converser ensemble pour pouvoir adapter les services aux besoins des demandeurs. Lorsqu'il y a un héritage technologique, et c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des entreprises, indépendamment des startups, on doit faire avec cette contrainte de ce qui existe déjà et des choix passés. Donc il faut savoir les remettre en cause, il faut savoir les faire évoluer. Il y a également des contraintes de sécurité et des contraintes de législation, c'est le cas notamment pour le digital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la sécurité des données est un enjeu capital, avec notamment un nouveau règlement européen sur la protection des data, donc une nouvelle législation et des contraintes très très fortes sur cette sécurité des données. Donc il faut faire appel à des experts pour ce type de choses. Ensuite, la vitesse d'évolution des solutions, c'est un enjeu aussi important parce qu'on ne peut pas mettre en place un projet sans tenir compte de cette évolution des solutions, parce que si mon projet dure trop longtemps, je vais devoir revoir les solutions que je vais devoir mettre en place, puisqu'elles auront changé, elles auront fortement évolué durant le lancement ou le démarrage de ce projet, ou la gestation de ce projet. Multiplicité également des solutions qui va me demander des études supplémentaires et donc des validations supplémentaires, et puis des temps d'intégration et de déploiement qui peuvent être plus ou moins longs selon qu'on utilise une méthode agile ou pas du tout, ou qu'on utilise un mode projet ou pas du tout. Alors, quelles sont les étapes clés d'un mode projet? Ces étapes clés, c'est dans un premier temps d'avoir bien cadré le projet en petit comité, c'est-à-dire d'avoir défini sa faisabilité, les rôles, les responsabilités. Ensuite, on va le définir de façon plus précise avec une structuration des actions, des rétro-plannings et autres, pour pouvoir faire une réalisation qu'il va falloir suivre et animer, avec un déploiement qui va nécessiter bien évidemment de communiquer, de former, d'impliquer les gens, et puis une clôture pour faire un premier bilan de validation d'archives de documents notamment, et puis un bilan avec les retours d'expérience pour savoir quels ont été les bénéfices et tirer des enseignements pour les prochains projets et pour les prochaines évolutions. Ça sont les étapes clés et qui nous montrent qu'il va falloir faire un certain dosage entre le contenu, donc c'est les 3C, les contenus, le calendrier et les coûts. Bien sûr, les coûts, ce sont les aspects budgétaires, le calendrier, c'est le planning et cette gestion du temps qui est crucial, et puis le contenu, les fonctions qu'on va délivrer, les bénéfices clients qu'on va délivrer, avec en point de mire, bien sûr, une qualité et la satisfaction des clients et des employés, bien sûr, dans l'entreprise, et la satisfaction, bien évidemment, de l'entreprise, de la direction générale, donc des impératifs et des contraintes de l'entreprise. Alors, quels sont les éléments clés
que l'on va devoir définir en mode projet, et ils sont importants, c'est les motifs et les buts. Ça, c'est le cadrage général que j'évoquais à l'instant, qui vont être précisés par des objectifs, par des actions. Alors, petite différence entre les buts et les objectifs. Les buts, pour mémoire, on en avait parlé dans l'épisode 1 sur la stratégie. Les buts, c'est le résultat que je veux atteindre. Et l'objectif, c'est l'action qui va dépendre à 100% de l'entreprise, donc l'action que je vais mettre en place. Quand la planification, avec toujours des dates de début et de fin, combien, et là on va parler budget, on va parler coût, on va parler ressources, on va parler temps. Quels sont les gens concernés, quels sont les gens à mobiliser, quels sont les gens qu'il va falloir manager, quels sont les gens qu'il va falloir faire travailler de façon collaborative. Quels sont les indicateurs de mesure? Il n'y a pas d'objectif sans indicateur de mesure pour pouvoir évaluer ensuite l'atteinte de ces objectifs. Donc, quels sont les indicateurs? Quels sont les tableaux de bord que je vais devoir surveiller tout au long de mon projet? Quels sont les risques également? Ça, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier, et ces risques, ils sont réels. Il va falloir les gérer, notamment par le fait de pouvoir les identifier préalablement pour en faire une surveillance, donc pour pouvoir anticiper les différentes failles dans le système qui pourrait y avoir. Alors, on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout prévoir, mais tout du moins les choses les plus importantes et les plus risquées en termes de coûts, en termes de temps. On sait très bien que lorsqu'on dépasse en termes de temps, les coûts de personnel sont bien évidemment importants, et le dérapage se fait de cette façon-là. Les processus, quels sont ceux qui vont être impactés, quels sont ceux qui sont complexes à traiter, le comment avec les moyens, les méthodes et les différents outils qui vont rentrer en ligne de compte. Le juridique, est-ce qu'on a des impacts sur nos conditions générales d'utilisation? Est-ce qu'il y a des impacts réglementaires? Donc là, on va pouvoir faire éventuellement intervenir des experts. Et puis, un aspect important aussi sur ces projets, c'est la sécurité. Alors, la sécurité du projet en lui-même, la sécurité des data, j'en ai parlé, mais la sécurité, évidemment, quand on parle avec des partenaires externes, il va falloir valider les degrés d'habilitation, quelle information j'ai le droit de sortir, quelle information je n'ai pas le droit de sortir. Donc ça, aujourd'hui, ça rentre de plus en plus en ligne de compte. Quels sont les avantages de travailler en mode projet? Eh bien, dans un premier temps, c'est mobiliser dans la même direction un ensemble d'équipes, donc de souder des équipes à travailler ensemble dans la même direction. Ça, c'est un point non négligeable. C'est bien sûr stimuler l'intelligence collective, la créativité et l'innovation dans l'entreprise, parce qu'on va faire travailler des gens ensemble, et parfois il y a des talents cachés dans d'autres services qu'on ne connaît pas. Donc, on va mobiliser cette transversalité des différents services et le travail collaboratif, puisque le mode projet concerne en général des sujets qui sont transverses dans l'entreprise. Donc, on va décloisonner les compétences et on va mettre en œuvre la fusion de ces talents et promouvoir la relation d'équipe. Structurer des actions, c'est quels sont les livrables, quels sont les délais, comment les piloter. Ça va être bien sûr le rôle du chef de projet, on y reviendra tout à l'heure. Harmoniser la charge de travail et les coûts selon les différentes équipes. Mobiliser le top management, parce que si le top management n'est pas impliqué dans ces changements, il va falloir faire intervenir d'ailleurs le middle management également. Donc le chef de projet ne peut pas tout faire à lui-même, il va falloir qu'il délègue en partie en allant communiquer auprès du top management et du middle management pour pouvoir faire redescendre l'information, faire redescendre la communication, faire redescendre la formation, faire redescendre les objectifs. Il va devoir s'appuyer sur le management pour pouvoir diffuser son information, diffuser cette communication. Développer des compétences donc de management transversal dans l'entreprise, puisque les gens travaillent de service à service, et donc on n'est plus dans une entreprise qui va être en silo, mais il va falloir faire communiquer les silos entre eux. Et puis sécuriser, le mode projet va permettre de sécuriser donc les investissements, puisque c'est un garant du bon aboutissement, enfin tout du moins dans une majorité des cas du bon aboutissement des projets, et puis rassurer et sécuriser le statut des différents collaborateurs, notamment lorsqu'il y a des phases de changement importantes comme ça. Les inquiétudes pour les collaborateurs sont nombreuses, quant au changement des habitudes bien sûr, et quant au changement sur les différents postes qui peuvent être impactés. Alors, la conduite du changement, c'est 5 phases.
c'est une phase de lancement qui passe psychologiquement par une phase de refus. Ça, c'est systématiquement lorsque les choses nouvelles arrivent. On est tellement automatisé, on est tellement en pilote automatique dans la vie que lorsque il y a du nouveau qui arrive, eh bien, il y a une phase de refus. Et cette phase de refus, il va falloir atteindre une phase d'acceptation qui va passer par la compréhension. Donc, il va falloir expliquer, expliquer et expliquer encore pour qu'il y ait acceptation avant qu'on arrive sur une phase d'adhésion ou de résignation. Alors l'adhésion, ça ne veut pas forcément dire enthousiasme, mais tout du moins, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui va être à même de travailler selon les objectifs qui ont été définis dès le départ et avec les nouveaux outils. Et dans tout projet, l'une des choses fondamentales, c'est de chercher l'adhésion d'un maximum de collaborateurs pour que le projet soit le plus fluide possible et qu'on ait le moins de résistance et donc le plus de vélocité dans son déploiement. Voilà. Et puis ensuite, il y a une phase d'appropriation parce que lorsqu'on change les outils, on change les habitudes. Et vous le voyez d'ailleurs quand le frein à main dans une voiture, lorsqu'il est soit en bouton, soit j'ai loué pendant plusieurs semaines une voiture qui avait un frein à main à pied. Donc il fallait appuyer sur une pédale qui se trouve sur le côté gauche. Quand j'ai repris ma voiture, j'essayais désespérément pendant un certain nombre de jours systématiquement de pousser sur cette pédale de gauche qui était du coup inexistante parce que j'avais le réflexe. J'avais acquis pendant une vingtaine de jours, j'avais acquis le réflexe d'appuyer sur un frein plutôt que de tirer sur un levier. Voilà. Donc le cerveau fonctionne, les autoroutes neuronales se créent et c'est pour ça que dans un projet, vous aurez toujours 10% de personnes qui seront pour, mais vous aurez 30% de personnes qui seront contre parce qu'elles refusent le changement. Le changement, c'est parfois compliqué pour certains. Et puis, vous avez 60% de personnes qui sont neutres. Et c'est ici qu'on va devoir faire porter nos efforts pour pouvoir convaincre ces gens du bien fondé du projet de façon à ce qu'ils soient le plus adhérent possible, le plus moteur possible, le plus ambassadeur possible sur le projet, qu'on les convertisse comme ceux qui sont déjà acquis à la cause. Ça passe donc par des phases de compréhension, des phases d'apprentissage, et plus je vais, vous savez, les peurs sont liées au fait de est-ce que je suis capable de faire? Oui, mais bien sûr, il faut comprendre et il faut apprendre. Voilà. Et puis, il faut pratiquer pour pouvoir arriver à de nouvelles automatisations. Alors, c'est ce qui, d'ailleurs, justifie parfois et souvent même la méthode agile aujourd'hui, cette méthode agile qui, dans un mode projet, va consister à découper en lots, en plusieurs lots pour pouvoir obtenir des validations successives et intermédiaires du client. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément tout définir au départ, on ne va pas forcément tout réaliser en une seule phase, mais on va définir progressivement, réaliser progressivement et valider et recéter progressivement avec le client, ce qui va permettre donc des phases d'observation, des phases de validation et donc de continuer d'avancer finalement plus vite parce qu'il y a moins de risques d'échec à la fin parce que on aura défini progressivement au fur et à mesure qu'on aura fait évoluer l'utilisateur, enfin le demandeur tout du moins, avec le projet. Alors quels sont les acteurs qui rentrent dans un mode projet? Eh bien, il y a le commanditaire, c'est-à-dire le client interne du projet. Il y a le chef de projet dont le rôle est fondamental, puisque c'est lui qui est vraiment la cheville ouvrière, qui va faire cette gouvernance, qui va faire cette animation, qui va faire cette communication, qui est le garant, je dirais, du bon déroulement du projet. Donc, c'est vraiment un rôle essentiel, ce chef de projet. Et puis, il doit être aidé, bien évidemment, par la direction et par un comité de pilotage. Alors, il a des outils aujourd'hui aussi pour gérer le planning, parce que ça, c'était un des aspects les plus importants que doit gérer le chef de projet. Donc le comité de pilotage qui va faire des validations, des arbitrages, des choix stratégiques. Le comité projet aussi qui lui va faire des analyses entre le prévu et le réalisé et ce régulièrement bien sûr tout au long de l'avancement du projet, qui va proposer également des actions correctives. Alors il va de soi que le comité de pilotage et le comité de projet sont composés d'équipes transverses dans l'entreprise. Je répondrai, Denis, aux aspects, c'est une très bonne question sur le budget en mode agile. On aura une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, des groupes de travail bien sûr constitués de ces équipes transverses, et puis des experts
qui vont intervenir pour des points très précis. Je parlais tout à l'heure de sécurité des data, je parlais de sécurité de réglementation également. Voilà le type d'experts dont on va avoir besoin. Alors, quels sont les facteurs du succès sur un projet? Bien sûr, c'est l'atteinte des objectifs en termes de délai, en termes de coûts. Alors, les deux sont très liés, hein, parce que si on explose les délais, on va exploser également les coûts du fait des coûts de personnel, et puis bien sûr de la délivrabilité des fonctions qui étaient demandées initialement. Ensuite, c'est l'adhésion en interne, en externe, bien sûr, et au sein même de l'équipe projet, donc de la finalité du projet. C'est le soutien à l'implication de la hiérarchie. Pourquoi? Parce que si la hiérarchie n'est pas impliquée, si le top management, comme je vous le disais tout à l'heure, et le middle management ne participent pas de façon active à la vente et à la communication sur le projet et à montrer l'exemple sur les choses qu'on va devoir faire tout au long de cette démarche projet, il y a de grandes chances que la démotivation s'installe et que le chef de projet ne puisse suffire à valoriser. Alors bien sûr, ça dépend aussi de la taille des différentes équipes. Maintenir la motivation sur la distance, ça c'est un point crucial également parce que plus les délais sont longs et plus il est difficile de maintenir cette motivation. Et lorsque, en plus, on parle d'une arlésienne, si on n'a pas le produit entre les mains, si on n'envoie pas les évolutions, on va provoquer cette démotivation, d'où l'importance de communiquer régulièrement avec les différents interlocuteurs, les différents groupes de travail sur le sujet. Gérer les relations interpersonnelles parce que, bien évidemment, vous l'avez compris, dans le projet, il y a beaucoup d'humains. Je vous ai parlé tout à l'heure de résistance au changement, mais il y a des conflits également de pouvoir. Il y a tout un tas de conflits qui peuvent survenir dans l'entreprise, entre services, au sein d'un même service, dans les équipes projet, dans les comités, etc. Donc, il va falloir gérer ces relations et ça, c'est un rôle, il faut faire de la psychologie, en fait, lorsqu'on est chef de projet. Bien sûr, gérer le temps, ça c'est un des aspects vraiment incontournables de la gestion du projet et de la réussite du projet, c'est quand on est dans les délais. Et donc, il va falloir absolument que le chef de projet ait cette autorité pour garantir à un moment donné un certain nombre de délais et anticiper. Tout à l'heure, je parlais de risques. Dans la gestion du risque, il y a les risques de dérapage au niveau du temps, du timing. Et puis, bien sûr, cette implication des gens qui va faire que plus les gens seront enthousiastes et impliqués dans le sujet, plus le projet sera fluide et donc avancera correctement. Alors, en synthèse, que vous devez retenir d'un mode projet, c'est 4 piliers. 4 piliers dont le premier est celui de la gouvernance, donc l'implication de la direction, bien sûr, mais d'une gestion sur la décision, sur l'aide de la direction, à valider le projet et à leader le projet, à conduire le projet. Donc le cadrage avec des objectifs qui soient atteignables parce que, encore une fois, si les choses ne sont pas réalisables, on va démotiver et puis le projet court à l'échec. D'où l'importance aussi de la méthode agile dont on va y revenir tout à l'heure. Bien sûr, la méthode avec de la rigueur, de la structure, des livrables, un suivi, tout ça est excessivement important. Et puis l'accompagnement au changement avec cet aspect psychologique que j'évoquais tout à l'heure, qui passe par des formations, qui passe par de la communication formelle et informelle, par des outils comme les FAQ par exemple, par des forums, par tout ce qui va permettre d'impliquer les gens dans un mode collaboratif d'idées, de validation, de questionnement pour valider les interrogations, pour valider les peurs, pour valider toutes les suggestions et les questions qui peuvent se poser lorsqu'il y a cette conduite de changement. Alors avant de passer à la séance de questions-réponses, 2 petits mots sur Amabis. On a une approche globale sur les aspects de data management d'un point de vue transversal dans l'entreprise, puisqu'on intervient à la fois sur les aspects organisationnels. Tout à l'heure, je parlais de process et c'est le cas. On intervient également sur les aspects humains, bien sûr, et sur les aspects technologiques avec les outils. Et puis, une approche également métier, puisqu'on intervient sur les aspects marketing commerciaux, sur les aspects système d'information et sur un aspect aujourd'hui incontournable qui est le législatif, le réglementaire.
On est conseil, éditeur, intégrateur de solutions data quality, de solutions aussi bien pour les grands groupes que les entreprises de taille moyenne, puisque on fait de la prestation corrective et préventive avec toutes les solutions, aussi bien en service SaaS qu'en logiciel. Et puis on intervient sur un autre aspect qu'est le référentiel client unique, sur les aspects de CRM, sur les aspects de business intelligence et de marketing automation. Donc là, on infogère des bases et on fait de l'analyse descriptive et prédictive pour le parcours client, donc pour comprendre le comportement du client. Voilà. Alors, on intervient sur tous les secteurs d'activité parce que tout le monde est concerné par cette gestion, que ce soit dans le secteur public où on gère des bases de données, on gère des bases de données d'usagers, on gère des bases de données de clients. Et puis, on travaille beaucoup aussi avec un certain nombre de nos confrères que l'on équipe dans les domaines de data quality. Alors, avant de passer à la séance questions-réponses, notre prochain et dernier webinaire de l'année, c'est mardi prochain sur la data quality dans les formulaires web, donc un sujet digital qui nécessite parfois non pas un mode projet, mais souvent plus généralement un plan d'action bien conçu, parce qu'on en est sur des durées qui sont un petit peu plus courtes d'intervention, et le changement des habitudes, il n'est pas conséquent, donc on n'a pas forcément besoin d'un mode projet pour mettre de la qualité dans ces formulaires web. C'est quelque chose de beaucoup plus souple, rapide et agile. Voilà, alors première question, puisque Denis nous a posé cette question, comment définir un budget en mode agile? C'est une excellente question, mon cher Denis, je vous remercie de me l'avoir posée. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai qu'il va falloir quand même, malgré tout, c'est pas parce qu'on est en méthode agile qu'on n'a pas cadré préalablement le projet, c'est-à-dire qu'on a la faisabilité et on a quand même un contour et un périmètre de défini. Donc, ce qui peut nous faire différer dans la méthode agile, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'utilisateur et le demandeur deviennent un petit peu gourmands par rapport à ce qu'il est en train de découvrir et que de nouvelles demandes surgissent au fur et à mesure qu'on fait des validations intermédiaires. Vous savez, l'appétit vient en mangeant et souvent on n'a pas idée, notamment lorsqu'on met en place un nouveau système, on n'a pas idée de tout ce qu'on pourrait en tirer. Avec la méthode agile, comme on fait des étapes intermédiaires, eh bien, ces idées peuvent survenir. Donc, c'est là où, par rapport à l'enveloppe budgétaire initiale, il faudra rester prudent et rester ferme, même pour le chef de projet, en disant, voilà, on ne peut pas, compte tenu de l'enveloppe qui a été définie, valider ce projet-là ou valider cette nouvelle demande. Ça pourra se faire dans un lot 2, dans un lot 3, qui sont hors périmètre de ce premier projet. Donc, j'aurais tendance à dire, Denis, qu'on va définir le budget en méthode agile, comme on le définirait en méthode non agile. Simplement, on va se laisser peut-être un tout petit peu plus de marge de manœuvre, mais on va surtout cadrer les demandes intermédiaires des clients, parce que le périmètre doit être parfaitement défini au départ. Alors, je ne sais pas si là, je laisse Denis... voilà. Merci, Denis. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Mais c'était une très très bonne remarque, Denis, parce que, encore une fois, le fait de cadrer le périmètre de départ est fondamental. Ce n'est pas parce que je donne une validation intermédiaire que je dois accepter n'importe quelle demande intermédiaire. Non, je peux en tenir compte, je peux les prendre en compte, mais pour une prochaine et ultérieure, pour un prochain lot éventuellement, pour un prochain projet. Mais je ne vais pas forcément tout accepter. Alors après, tout dépend de la latitude que je me suis laissé et est-ce que c'est acceptable en l'état parce que c'est une demande finalement mineure et que oui, c'est une bonne idée d'avoir pensé que je ne vais pas impacter trop de process, je ne vais pas impacter trop de nouvelles solutions. Ou est-ce que non, là vraiment, je sors du périmètre, c'est vraiment quelque chose, voilà. Alors ça peut jouer aussi, Denis, sur les aspects risques. Le risque, est-ce que c'est de sortir justement des fonctions nouvelles qui n'auraient pas été vues dès le départ? Voilà, donc typiquement, dans les phases de cadrage, dans les phases même de définition préalable, on va devoir gérer cet aspect-là dans la phase de risque, de gestion des risques. On pourrait aussi l'intégrer tout de suite en facturant un supplément. Oui, alors après, tout dépend de la latitude qu'on a
par rapport au cadrage initial, il a été fixé un certain budget. Est-ce que on peut accepter un débordement ou pas? Et ça, c'est, je dirais, le comité de pilotage qui peut définir si oui ou non on peut accepter ce débordement. Donc là, typiquement, les comités sont là pour ça, hein. Donc, comité de suivi, comité de pilotage, c'est eux qui vont gérer. Tiens, on a un problème. Comment est-ce qu'on résout le souci? Quelles sont les solutions? Et derrière, le comité de pilotage va valider si oui ou non ça rentre dans les possibles ou pas. Est-ce que c'est stratégique qu'on accepte cette modification ou non? Ok, voilà. Merci Denis pour ces questions excellentes. D'autres questions? Alors, je vous rappelle, vous allez pouvoir télécharger dans quelques instants le diaporama. Je vous remercie en tout cas de votre participation, de votre attention. Je vous donne rendez-vous donc mardi prochain. Et puis pour les prochains épisodes de la saga de transformation digitale, je vous donne rendez-vous plutôt sur l'année prochaine, donc en 2017. Pour ceux qui ne nous rejoindraient pas mardi prochain, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Soukena. Et je vous dis donc à bientôt. Merci, au revoir.